Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, lorsque nous avons vu le gaz parfait de fermion, de boson, pardon, le gaz parfait de boson, nous avons vu qu'on définissait une fonction avec une intégrale, f de nu. En fait, nu, c'est simplement mu sur kt. Donc, c'est le potentiel chimique divisé par la température. Et on définit également une variable, alpha, qui est simplement m sur z, nombre de particules sur la fonction de partition. Et pour éliminer le potentiel chimique, on est amené à résoudre f de nu égale alpha. Mais on constate, en faisant cette résolution, qu'il y a une certaine valeur, alpha c, une valeur c pour critique, une valeur critique, qui est en fait égale à f de 0, équivaut numériquement 2,612. Et au-delà de cette valeur critique, cette équation n'a plus de solution. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus trouver la valeur du potentiel chimique. Ça, c'est quand même quelque chose de plutôt bizarre. Parce que, physiquement, il n'y a aucune raison à ce que la valeur de alpha soit bornée à une certaine valeur, qu'elle ne puisse pas être plus grande. Rien ne l'empêche. Et dans ce cas-là, l'équation n'a plus de solution. Et donc, physiquement, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce problème est dû au fait qu'on est passé, à un moment donné, de variables discrètes à des variables continues, pour passer de sommes à des intégrales. Cette façon de faire est vraie si les intervalles d'énergie sont très serrés, ce qui est le cas, mais également si les fonctions se comportent normalement, c'est-à-dire si elles varient de manière douce. S'il y a de brusques discontinuités, le passage au continu risque de poser des problèmes. Or, si on regarde la fonction oméga, elle est égale à kt fois ln de 1 moins e exposant nu plus un reste. Et lorsque le potentiel chimique tend vers 0, donc quand nu tend vers 0, e exposant 0, ça vaut 1, ça donne le logarithme de 0, et le logarithme de 0, c'est moins l'infini. Donc quand le potentiel chimique tend vers 0, cette fonction diverge. Donc le passage à une limite continue est certainement erroné. C'est abusif. Si on regarde le nombre de particules dans l'état de base, N0, il se comporte comme 1 e exposant moins nu moins 1, avec G0 égale 1, l'état de base unique. Et quand nu tend vers 0, à ce moment-là, N0 se comporte comme 1 sur nu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules qui sont dans l'état de base, epsilon 0. Donc, cet état devient très particulier au-delà de la valeur critique, et il faut le prendre en compte séparément. Donc, on écrit oméga égale kt comme ceci, plus, pour le reste, on passe à la fraction continue, avec une intégrale, où on part cette fois-ci de l'état d'énergie epsilon 1 et le reste. Et on prend uniquement le premier terme de la somme discrète pour le cas epsilon 0. Et après calcul, il s'avère que cela donne moins kt z f de nu. Après, pour éliminer le potentiel, on prend la dérivée
de cette fonction, c'est-à-dire la pente de la fonction. En prendre une dérivée, c'est prendre juste la pente de la fonction. Donc, et on trouve f' nu est égal, pardon, et on trouve f' nu plus 1 sur z fois 1 e exposant moins nu moins 1 égale 0. Oh, pardon, égale alpha. Qui est l'équation à résoudre. Alors, si alpha est inférieur à la valeur critique, dans ce cas-là, à ce qu'on appelle la limite thermodynamique, c'est-à-dire des systèmes macroscopiques, la valeur de m très très grande, à ce moment-là, on vérifie facilement que la fonction de partition devient grande également. C'est-à-dire que quand m tend vers l'infini, z tend vers l'infini aussi. Et donc 1 sur z tend vers l'infini, ce terme-là disparaît et on retrouve le... Pardon, c'est f' nu égale alpha que l'on résout là. F' nu égale alpha, on retrouve l'équation et le cas du gaz parfait de boson normal que l'on a présenté. Mais si alpha est supérieur à alpha c, s'il est plus grand, alors z à la limite thermodynamique, ce terme-là tend vers 0, ce terme-là tend vers l'infini, et la solution, on trouve une solution que pour nu tendant vers 0. Et avec n grand, on trouve que moins nu est égal à 1 sur n fois 1 sur 1 moins alpha c sur alpha. Donc pour alpha c, alpha supérieur à alpha c, cette fonction a une valeur finie. On peut donc en tirer la valeur du potentiel chimique. Donc cette fois, on a bien une solution. À partir de là, on peut calculer les fonctions thermodynamiques telles que l'entropie, la pression, l'énergie, la chaleur spécifique, etc. Je ne vous en donne pas les formulations, ce n'est pas utile. Et ce qu'on constate, c'est que les fonctions que l'on obtient, la formulation de l'entropie, de la pression, etc., ont une forme différente de celle qui était obtenue avec le gaz parfait de boson. Changement de comportement, on appelle ça un changement de phase. Un peu comme les phases gazeuses, liquides, solides. Changement de phase. Si on trace le diagramme de la pression en fonction du volume, on peut tracer l'équation PV égale nRT, qui est l'équation des gaz parfaits. On peut calculer la courbe qui correspond à alpha C. Et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, pour la courbe à 4 Kelvin, à 3 Kelvin ou à 2 Kelvin, on constate que la courbe est proche des gaz parfaits, s'en éloigne pour faire ici un palier à 4 Kelvin. De même ici, avec un palier, quand on passe la ligne critique. Et donc on a un palier ici, et puis des courbes qui varient en se rapprochant de la loi des gaz parfaits. On peut aussi tracer en fonction de la température. Plus exactement, on va définir une température critique qui est donnée par H carré sur 2pi mk.
fois Na sur alpha C V exposant 2 tiers. Et on peut également définir une pression critique. Ce sont les valeurs pour la ligne alpha égale alpha C. Na, c'est le nombre d'Avogadro, hein, le nombre de particules dans une mole. Et si on trace, donc en fonction de T sur Tc, avec la partie critique 1 ici, T sur Tc, si on prend la chaleur spécifique, il y a une valeur 3,5 R, qui est la valeur pour un gaz parfait classique. On constate que la chaleur, au fur et à mesure que la température baisse, la chaleur spécifique augmente, et puis arrivé à la valeur critique, elle chute brusquement pour tendre vers 0. On appelle la phase supérieure à la température critique la phase 1 et ici la phase 2. Ce qu'on constate aussi avec les paliers plats ici, c'est que la pression du gaz dépend de la température, mais elle ne dépend plus du volume. Et ça, c'est comme pour le passage du gaz à l'état liquide. Un gaz, quand on le comprime, on augmente sa pression, mais on diminue son volume. Alors qu'un liquide est incompressible. Un liquide comme l'eau. Et donc, même avec une forte pression, son volume ne diminue pas. Donc, c'est un peu comme le passage du gaz à l'état liquide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une condensation. Un phénomène de condensation appelé également condensation d'Einstein, puisque c'est basé sur la statistique de Bose-Einstein. Mais il y a quand même une différence. Entre un gaz et un liquide, on a coexistence des deux phases. Par exemple, dans de l'eau et de la vapeur, on a de l'eau et de la vapeur au-dessus de l'eau. Ou pour le passage à l'état solide, un morceau de glace qui flotte dans l'eau. On a à la fois l'état liquide et l'état solide. On appelle ça une transformation de phase du premier ordre. Alors en fait, on les classe selon les dérivés de M mu. Si N mu est discontinu, on parle d'une transformation de phase du premier ordre. Si c'est la dérivée, si elle est continue mais que la dérivée est discontinue, on parle d'une transformation de phase de second ordre. Et au troisième ordre, on passe à la dérivée seconde qui est discontinue. Et il se fait qu'ici, c'est une transformation du troisième ordre. Ce qui se manifeste parce que Cv, c'est une dérivée de mu. Et il y a un point anguleux ici, qui est la manifestation du fait que c'est une transformation du troisième ordre. Ça, c'est la classification d'Ehrenfest. Alors, Landau a classé aussi les transitions en fonction d'un paramètre d'ordre, qui traduit la transition. Dans une phase, ce paramètre est 0, et dans une autre phase, il est non nul, et varie de manière continue. L'exemple typique, c'est la transformation ferromagnétique, donc l'aimantation. Lorsque l'on a un aimant et qu'on le chauffe, arrivé à une température critique appelée température de Curie, cette aimantation disparaît. Et au contraire, quand on rebaisse en dessous de la température de Curie, l'aimantation réapparaît spontanément. Alors elle n'est pas nécessairement orientée dans un objet macroscopique, ça peut être des petits domaines cristallins, mais les spins des atomes s'orientent spontanément. Il se fait que cette transition est du second ordre dans ce cas-là. Et le paramètre d'ordre, c'est l'aimantation. Elle est nulle à la température au-dessus de la température de Curie et non nulle quand on est en dessous de cette température. Ici, le paramètre d'ordre est joué par N0. Puisqu'on l'a vu, en dessous de alpha C, N0 devient très important.
Et on calcule dans la phase 2. Alors, dans la phase 1, si on prend N0 sur N, pour alpha inférieur à la valeur critique, donc dans la phase 1, lorsque, à la limite thermodynamique, lorsque N devient très grand, on calcule facilement que N0 sur N tend vers 0. Par contre, dans la phase 2, on calcule que N0 sur N est égal à 1 moins alpha 0, pardon, alpha C sur alpha. Donc, et plus alpha devient grand, plus ça tend vers 1. On peut tracer la courbe en fonction de la température critique, T sur TC, hein, et le rapport N0 sur N. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a le calcul donne une courbe comme ceci, qui est une courbe qui ressemble très fort à l'alimentation d'un ferromagnétique lorsque la température varie. Donc, en dessous de la température critique, le nombre de particules dans l'état de base est notable, est tout à fait non négligeable. Donc on peut parler réellement d'une condensation dans l'état de base. Les atomes, les bosons, se condensent dans leur état de base epsilon 0. Et on montre aussi que l'on peut écrire les différentes fonctions on peut écrire les différentes fonctions comme l'entropie, l'énergie totale, la pression, la chaleur spécifique. On peut toutes les décrire en fonction du nombre n, qu'on note n', qui est n moins n0. C'est-à-dire la partie des particules qui ne sont pas dans l'état de base. Une bonne partie des particules tombent dans l'état de base, mais il en reste une fraction, ici au-dessus, qui est dans un des états supérieurs. Alors, on calcule facilement que la fraction N1, donc ça c'est pour N0, on calcule facilement que N1 reste petit. Donc c'est vraiment, il n'y a que l'état de base qui est concerné par cette condensation. Les autres particules se distribuent sur tous les niveaux d'énergie au-dessus. Et au fur et à mesure que la température baisse, ils retombent tous dans l'état de base. Et on peut exprimer les fonctions, toutes les fonctions, en fonction de N', par exemple, la chaleur spécifique, s'écrit tout simplement 15 quarts, donc pour la phase 2 ici, 15 quarts, A, la fameuse constante A qu'on a déjà vue, N'K. Les autres fonctions ont des formes analogues. Mais ça veut dire, donc c'est la fraction des particules qui ne sont pas dans l'état de base. Et ça veut dire que les particules qui sont tombées toutes dans l'état de base ne contribuent pas aux fonctions telles que la pression, l'entropie, la chaleur spécifique. Seules les autres particules contribuent à leur valeur. Cela se passait comme si toutes les particules qui tombent dans l'état de base devenaient inertes. Et en fait, elles sont toutes dans le même état. Et on l'a vu pour les bosons, ils aiment bien être dans le même état. Il y a une espèce de phénomène collectif où toutes les particules se retrouvent, une bonne partie des particules se retrouvent dans le même état et ne contribuent plus à la pression, à l'entropie, etc. Alors on peut faire le calcul avec divers éléments. Par exemple, avec l'hélium, on calcule que la température critique est d'environ 3 Kelvin.
Alors si on fait l'expérience, on trouve 2,17. Alors on n'est pas loin, mais il y a quand même un écart. Ceci est dû en fait que dans notre étude, nous avons négligé les interactions entre les particules. Nous avons dit que nous partions d'un gaz parfait. Or, ces interactions ne sont pas toujours nulles. Et quand on est à des températures aussi basses, l'hélium se liquéfie et les atomes d'hélium sont très proches les uns des autres. Ils vont même se gêner mutuellement dans leur mouvement. Ils ne sont pas ponctuels, hein, donc ils prennent une certaine place. Et donc forcément, en se rapprochant, ils vont se gêner. On ne peut plus négliger les interactions entre les particules. D'où l'écart. Donc si on tient compte des interactions, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, expérimentalement, on a également fait l'expérience avec des gaz. Alors, comme je l'ai dit, tous les gaz se liquéfient, puis se solidifient, même l'hélium, en dessous de 4 Kelvin, il se liquéfie. Alors, comment fait-on l'expérience avec un gaz? Eh bien, on prend un gaz extrêmement dilué. Par exemple, on a fait l'expérience aussi avec du rubidium, des atomes de rubidium. On place un gaz de rubidium dans une cavité vide, donc il n'y a que des atomes de rubidium, et il n'y en a pas beaucoup. Donc on est à une pression extrêmement basse. Extrêmement basse. Et à ces pressions extraordinairement basses, le gaz reste gazeux, même à très basse température. Et on refroidit ce gaz avec toutes sortes de méthodes. C'est très difficile de refroidir des fluides en dessous de quelques Kelvin. Refroidir à température ambiante, c'est facile, on prend un frigo. Les frigos ont un très mauvais rendement, en fait, les frigos commerciaux. Pour les refroidissements industriels, on utilise des systèmes de refroidissement beaucoup plus performants. Et si on doit refroidir très bas, on utilise des refroidissements à étage. Donc, un système sert à refroidir un fluide, par exemple du fréon, et ce fréon très refroidi va servir à refroidir un autre gaz, et ainsi de suite en cascade, jusqu'à des températures extrêmement basses, le dernier étant en général l'hélium. Ici, on refroidit du rubidium, mais il reste que la température reste encore trop grande, et en plus, plus la température est basse, plus la chaleur spécifique diminue, et donc plus il est difficile d'extraire de l'énergie de la substance, quelle qu'elle soit. C'est très difficile d'approcher du zéro absolu. Pour y arriver, on utilise des systèmes tels que des lasers. On utilise deux lasers qui se dirigent l'un vers l'autre. En fait, on en utilise 6 qui forment un véritable piège. Les particules qui sont à l'intérieur sont coincées dans le piège. Alors pourquoi? Parce que, d'abord, il y a la pression de radiation, mais ça ne suffit pas, parce que si ça arrive de tous les côtés, donc si elle a une petite dérive, elle va quand même en sortir. Oui, mais en bougeant, elle subit l'effet Doppler, la lumière du laser qu'elle reçoit est légèrement décalée en longueur d'onde, et la longueur d'onde du laser est choisie de telle manière que dans ce cas-là, avec le petit décalage de longueur d'onde, il absorbe un photon, qui a alors la bonne fréquence pour être absorbé, en fonction des niveaux d'énergie du rubidium, et sous l'impact de cette absorption, l'atome recule, ralentit, puis il se désexcite, et le photon part dans n'importe quel sens. Donc en moyenne, cela ralentit les atomes du rubidium, jusqu'à atteindre des températures extraordinairement basses. Et on a pu alors observer les phénomènes de condensation d'Einstein, et dans le cas d'un gaz, on parle de condensat de Bose-Einstein, qui est le nom typique utilisé. Ces gaz ont des propriétés extraordinaires, par exemple, du fait de leur comportement collectif, quand ils sont tous dans l'état de base, il n'est plus possible de distinguer les différents atomes des uns des autres, alors que le gaz étant très dilué, au départ, les atomes sont faciles à distinguer. Un simple rayon lumineux un simple laser ayant la bonne fréquence, la bonne longueur d'onde, peut subir une diffusion et dire « Ah mais là, il y a un atome ». Mais une fois qu'ils sont tous dans l'état de base, ils sont indiscernables
ils prennent un comportement collectif et il devient impossible de distinguer tel ou tel atome. Et donc, quand le rayon laser est diffusé, il ne permet plus de dire par quel atome. Et cela donne, avec une lumière de longueur d'onde appropriée, cela donne un aspect laiteux au gaz quand il passe dans l'état de condensat. Donc les condensats ont des diverses propriétés importantes. Par exemple, du fait qu'ils ont des températures extraordinairement basses et que les condensats sont très stables, on pense à les utiliser pour améliorer les horloges atomiques. Les horloges atomiques ont déjà des précisions extraordinaires. Elles sont en général refroidies fortement pour éviter les perturbations dues à l'agitation thermique. Utiliser des condensats et d'autres phénomènes assez pointus permettraient d'améliorer notablement encore la précision des horloges atomiques. Voilà, alors je vous ai parlé de l'hélium, avec sa température critique. Justement, le temps est venu de passer à l'étude de l'hélium. Donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons à étudier ses propriétés. Je vous remercie.